Non, vous n'êtes pas aux États-Unis. Cette ville au loin n'est pas Manhattan, c'est Panama City, la capitale de la République de Panama. Le Panama, regardons-le d'un peu plus près. Sur la carte, trouver le Panama, c'est très simple. Au cœur de l'Amérique centrale, entre l'Atlantique et le Pacifique, c'est là, un pays de la taille de l'Irlande, un isthme, le trait d'union entre les deux Amériques. Dans la réalité, c'est un pays plus complexe à définir. Derrière la vitrine moderne et occidentalisée d'une partie de sa capitale, le Panama, c'est d'abord 3 millions d'individus, un peu plus que la population d'une ville comme Paris. Ce n'est pas énorme, bien sûr, mais ces 3 millions de gens forment une incroyable tour de Babel. Indiens, Espagnols, Européens, Asiatiques, Africains, Américains du Nord, du Sud, métis et sans mêler de toutes origines, ont fait du Panama un modèle de métissage, mais aussi paradoxalement d'inégalité. Et ces populations venues des 4 coins du globe sont ici au Panama à cause d'un ruban liquide qui traverse ce pays couvert de jungle, le canal de Panama. Voilà, vous êtes au Panama, un petit pays mais qui a toujours été pour le monde, et surtout pour les diverses grandes puissances qui l'ont occupé, un enjeu géostratégique majeur. En 2003, c'est le centenaire du Panama, mais en fait, le Panama n'a que 3 ans. 3 petites années de véritable indépendance depuis que les États-Unis sont partis après 100 ans d'occupation sans partage. Aujourd'hui, et pour la toute première fois, les Panaméens sont enfin aux commandes du train de leur histoire. Avec cette étape symbolique, posons-nous la question fondamentale. Ici, au Panama, que veut dire aujourd'hui être panaméen? Pour nous aider à saisir la complexité de cette identité panaméenne, nous allons suivre 4 personnes, 4 Panaméens emblématiques de leur pays. Le premier, John Morales, est guide touristique. Aujourd'hui, ironie du sort, il fait visiter le Panama à ses anciens occupants. Sur le programme de la journée, intitulé « Le chemin entre deux mers », John emmène les touristes américains voir ce que certains considèrent encore comme la propriété de l'Amérique, le fameux canal de Panama. Je tiendrai toujours ce panneau en l'air. Souvenez-vous de mon nom, John, bus numéro 303. C'est encore le Panama? Tout ce que vous voyez ici, désormais, n'appartient plus aux militaires américains. Tout est au Panama. Oui, c'est le Panama. La beauté des bases a été maintenue, les arbres, les espaces verts. Et malgré le ressentiment qu'éprouvaient les Panaméens auparavant, aujourd'hui, ils veulent vivre comme les Américains vivaient, et ils emménagent dans les anciennes bases militaires. Regardez si vous pouvez apercevoir des crocodiles, ils aiment bien sortir et se réchauffer au soleil. Voilà, nous y sommes. Le voilà, ce canal. Il est toute l'histoire du Panama. C'est lui qui a façonné le pays. Sans lui, la République de Panama n'existerait pas. Et si le Panama est né en 1903, c'est parce que les Américains y ont entrepris à l'époque le percement du canal. Le Panama était un carrefour géographique et humain. Avec le canal, il est devenu aussi le carrefour des mers.
Tout le paradoxe panaméen est là, dans ce canal qui a donné au Panama sa richesse et sa malédiction. Ici, pendant le XXe siècle, a transité jusqu'à 85% du fret mondial par bateau. Cette formidable activité économique a profité à une petite partie du Panama, mais la majorité des bénéfices est restée aux Américains jusqu'à cette journée historique du 31 décembre 1999, où ils ont enfin rétrocédé le canal aux Panaméens. Depuis ce jour, les Panaméens sont libres, propriétaires de ce canal qu'ils avaient tant voulu. Ils se retrouvent enfin indépendants. Une indépendance véritable, parce qu'en 1914, quand les États-Unis terminent le canal, ils annexent le long de celui-ci une bande de territoire nommée la Zone. Officiellement, cette annexion avait pour raison la sauvegarde de la neutralité du canal. Mais la Zone devint une véritable enclave coloniale au cœur même du pays. Jusqu'à la fin du XXe siècle, comme un État dans l'État, la Zone fut en réalité le 51e État américain. Voilà, maintenant on est dans la zone du canal. Et juste en face de vous, là où il y a un bus, c'était la frontière avec Panama City, la République de Panama. Voilà, ici, c'est Panama City, c'est évident. Et là, c'est la zone, enfin, l'ancienne zone du canal. Vous voyez la différence? La frontière était au milieu de cette rue. Là où on arrive, c'est l'ancien poste de contrôle de la base d'Holbrook. Si vous n'aviez pas le bon badge, vous ne pouviez pas entrer. Vous pouviez pénétrer dans cet endroit à la seule condition d'être militaire. John Morales est donc l'un des descendants des milliers de fonctionnaires que l'Amérique a envoyés pour administrer la zone du canal. Dès le début de l'annexion, dans cette zone vidée de ses habitants d'origine, ces fonctionnaires se sont installés et y ont fondé des familles. Ces nouveaux colons ont été rapidement baptisés Zoniens. De nationalité américaine, mais ne connaissant que le Panama, ils dépendaient directement de Washington, qui gouvernait alors la zone du canal. On est comme des Panaméens, on marche au milieu de la rue. Les Zoniens utilisent toujours le trottoir, mais les Panaméens marchent au milieu de la rue. Ils doivent avoir peur d'être mordus par un serpent. Dans la majorité des coins de Panama City, les trottoirs ne sont pas tondus, donc il y a plus de chances qu'un serpent vienne vous mordre. La vie dans la zone avant était... Dans mes souvenirs d'enfance, la vie était vraiment merveilleuse. Mais quand j'y réfléchis comme un adulte, c'était pas si heureux que ça. On était heureux parce qu'on connaissait rien de mieux. Mais il y avait beaucoup de discrimination. Discrimination dans le système scolaire. Avec les enfants d'ici, si vous parliez espagnol, vous n'étiez pas panaméen, vous étiez un SPIC. Un SPIC, c'est quelqu'un qui a un nom espagnol, comme le mien, Morales. On était discriminés parce qu'on n'était ni panaméen, ni gringo. La zone du canal était comme une colonie sous protectorat. Je dirais une colonie propre et bien organisée, au milieu de la jungle, au milieu d'un pays du tiers-monde. C'est difficile à dire, quand je réfléchis au passé, de définir ce que je pensais être alors. Je sais que je n'étais pas panaméen, parce que je suis né dans d'autres circonstances, donc je pensais sans doute que j'étais zonien. Et aussi le mot zonien a une connotation péjorative dans le vocabulaire panaméen. Zonien, c'est un mot négatif.
Alors, quand ils sont partis, la vie s'est améliorée ici. Je n'avais plus la pression d'être un zonien, d'être assimilé à la police de la zone. Pour moi, les choses sont claires maintenant. Ils sont partis, je suis resté, je profite du Panama et que chacun reste chez soi. Mon grand-père est né à New York. Il est venu pour le percement du canal. Il était rifter lors de la construction des écluses de Pedro Miguel. C'est en 1880 qu'un Français, Ferdinand de Lesseps, concrétise le rêve des conquistadors espagnols à Panama, y percer un canal qui relierait les deux océans. Lorsque le projet prend corps, le Panama connaît alors une grande vague d'immigration sans précédent. Des dizaines de milliers de Français, d'Européens, d'Américains et surtout les différentes populations des Caraïbes affluent sur place pour venir apporter leur main-d'œuvre à ce chantier pharaonique. Mais sur place, c'est une tragédie qui s'annonce. L'entêtement de Lesseps à percer le canal sans écluse se heurte aux glissements de terrain qui engloutissent en un instant les efforts de plusieurs mois. Très vite, les Français déchantent. Plus de 20 000 hommes vont mourir d'épuisement et de maladies dans ces tropiques insalubres. En France, pour cacher la situation catastrophique du chantier, des hommes politiques corrompus précipitent les épargnants français vers la ruine. Le scandale de Panama éclate, c'est l'échec du rêve français. En 1903, les États-Unis décident de reprendre le chantier, mais la Colombie, dont dépend alors la province de Panama, leur en refuse le droit. En réaction, les États-Unis incitent le Panama à se soulever. Appuyé par des cuirassés de guerre américains, un nouveau gouvernement proclame le 3 novembre 1903 l'indépendance de la République de Panama. Aux États-Unis, le président Roosevelt annonce la couleur « Je prends Panama ». Et c'est l'armée des États-Unis qui terminera le canal en 1914. À peine indépendante, la jeune République a donc basculé sous la tutelle américaine. Les Américains s'installent durablement au Panama. Quand j'ai dit à ma mère que j'allais épouser Chico Stone, un officier de l'armée américaine, elle a pleuré pendant 3 jours. Et une semaine plus tard, mon père m'a demandé si j'allais faire cette chose terrible d'épouser un étranger. Parce que ma mère et moi, nous sommes nés au Panama et nous n'avions rien fait ni rien vu d'autre. Ça nous plaisait comme ça. La mère de Jenny parlait anglais, son père aussi. C'était pour moi une transition facile. J'avais près de moi cette fille magnifique que j'avais hâte de présenter à ma famille. Et il voulait que je devienne très vite une citoyenne américaine. Changer mon nom, ma personnalité, et ça n'a jamais marché. Je crois que je n'ai pas changé. J'ai réussi à intégrer la vision américaine qui est si pragmatique. J'ai ajouté ça à ma personnalité. Peut-être que je ne me suis pas rendu service parce que je préfère la mentalité panaméenne, qui est de penser « ne t'inquiète de rien, tout finit par s'arranger ». On n'a pas besoin de planifier, de faire des efforts, parce que Oncle Sam s'occupera toujours de nous. Ici, ce sont des baraques des Marines que le corps de marine a occupées pendant des années et des années, jusqu'à ce que le traité de la rétrocession soit effectif. Donc, à une époque, tout ça, c'était des logements pour les Marines américains. Ah, dis bonjour aux enfants, futurs golfeurs de l'Amérique. De Panama, je veux dire. On va monter sur la colline. On verra mieux.
here we are. This is just for you to see what we might be able to see from here, whether you like this vessel going through the canal, right there. And the Panama skyline. Et le panorama de Panama City, 20 years ago. les gratte-ciels qui n'existaient pas il y a 20 ans. La zone du canal a fini par devenir une enclave totalement séparée qui divisait le Panama en deux parties, et ça n'avait aucun sens. D'avoir ce genre de frontière où, quand un Panaméen traversait son pays d'un côté à l'autre, il devait traverser une zone sous contrôle américain. Et s'il avait un PV, il devait passer devant un juge américain, dans son propre pays. Donc je pense que les États-Unis auraient pu mieux faire et essayer de changer la situation au fil des années. Dans la zone, la plus forte armée du monde avait installé 10 bases militaires. À l'intérieur des 140 km² ceints de grillages, les militaires américains s'entraînaient dans la jungle, formaient les futurs dictateurs d'Amérique latine et bien sûr contrôlaient le Panama. Suivant les époques, on compta dans le pays de 30 à 100 000 soldats américains. Jusqu'à la signature du traité de rétrocession en 1977, les revendications nationalistes des Panaméens furent régulièrement réprimées par les États-Unis. Être panaméen, c'était alors vouloir regarder flotter le drapeau national sur la zone du canal. C'est ainsi que, bien malgré eux, les Américains ont renforcé le nationalisme panaméen. Mais au Panama, plus de 22 000 Panaméens, domestiques, petits employés, travaillaient pour les militaires et les zoniens. Et dans un pays aussi pauvre, recueillir une part même infime de la richesse américaine pouvait suspendre l'élan du nationalisme le plus ardent. Et puis les soldats américains, les zoniens, se mariaient souvent avec les panaméennes. Et dans ces nouvelles familles, on finissait par mieux connaître l'occupant. Et le sentiment nationaliste panaméen devenait alors schizophrène. Du coup, aujourd'hui encore, alors que les Américains sont partis, les Panaméens hésitent encore entre fierté et nostalgie. Comme beaucoup d'autres Panaméens, Raphaël a vécu ce dilemme. Raphaël est étudiant en droit. Il militait pour l'indépendance et puis un jour, sa tante s'est mariée à un soldat américain et a suivi son mari dans la zone. Ici, je passais les week-ends et les vacances scolaires. Par exemple, je me souviens qu'une fois, mon cousin s'est jeté de là avec une cape de Superman. Et il s'est cassé le pied, c'était drôle. On avait accès à la télé par câble, comme dans toutes les maisons voisines. Il y avait l'air conditionné. On faisait des achats au shop, dans les magasins américains. Ici, on vivait à la manière américaine, très éloigné du style latino comme on vit au Panama. Les maisons étaient tellement identiques qu'une fois je me suis trompé. J'étais distrait, je suis monté et quand je suis arrivé en haut, je me suis dit tiens, c'est pas ma maison. Le style de vie était très similaire, les machines à laver, les séchoirs à des endroits très précis. Les mêmes choses pour les domestiques, le même mobilier. J'ai peut-être un peu de nostalgie pour le passé. La famille s'est éloignée. Ceux qui habitaient ici sont partis aux États-Unis.
Le mari de ma tante était devenu quelqu'un de la famille. Quelqu'un qu'on a appris à voir non pas comme un envahisseur, mais comme un membre à part entière de la famille. Quelqu'un qu'on a appris à appeler par son prénom. Et puis il a choisi de s'installer aux États-Unis pour que ses enfants grandissent avec sa culture à lui. Je pense que nous, les gens d'Amérique latine, on est un peu plus malléables, on s'adapte plus facilement à une autre culture. Ma grand-mère était pour le général Noriega et contre les Américains. Et bing, ma tante se marie avec un soldat américain. Alors ma grand-mère, après avoir répété que les Américains partent, elle a dit qu'ils ne s'en aillent pas, parce que ma tante, elle est partie vivre aux États-Unis, et d'ailleurs elle est partie. Gringo, ciao. No, pero recuerda que la zona era un Oui, mais souvenez-vous que la zone était une zone restreinte où vivaient des gens mauvais pour les Panaméens. Et moi, j'aimerais pas qu'ils pensent que je fais partie de ces gens. Avec Raphaël et John, nous avons réuni autour d'un repas 2 autres personnes. Oriana, qui vient de la ville, et Mathias de la campagne. Ils ne se connaissent pas. À eux 4, dans leurs différences et leurs origines, ils représentent bien la diversité panaméenne. Mon grand-père est venu des États-Unis pour travailler dans le canal. Je suis tutti frutti. Du côté de ma mère cubaine. Mes grands-parents sont venus de Cuba après la révolution de Fidel. Ils allaient à Miami, mais mon grand-père est passé à Chiriquí et il a aimé le village. Il est resté. On ne sait pas très bien si, en venant des États-Unis, il est passé d'abord par la Colombie, avant d'atterrir au Panama pour gagner plus d'argent. Moi, je vais commencer du côté de ma mère. Ma grand-mère est de Darien. Mon arrière-grand-père était du Cauca. Mon arrière-arrière-grand-père était anglais. Il s'est marié avec une noire de la Barbade. Mon grand-père est sorti blanc, avec les yeux bleus, les cheveux crépus. Lui est né ici, mais il n'a jamais appris à parler espagnol. Il est mort sans parler espagnol. Il est venu avec la construction du canal. On dit que mon grand-père, en arrivant, a brûlé tous ses papiers, actes de naissance, etc. Et puis il a trouvé ma grand-mère ici. Presque toute ma famille cubaine est de descendance espagnole. Tu vois ma mère et tu penses qu'elle est de Séville. Elle est beaucoup plus blanche que moi. De ce que je sais, ma famille a vécu là-bas. Ma grand-mère, mon grand-père sont nés là-bas à Cotlecito, à la campagne. Ma maman, mon papa aussi, tout le monde vient de là. Et la famille de mon père est compliquée. Mon arrière-grand-père est arrivé ici, il est français. Il est arrivé avec le canal et il s'est marié avec une indienne Gaini. Et j'ai une tante qui dit que mon grand-père de Chiriquí n'est pas mon grand-père, que mon grand-père est un Indien d'Inde. Ça, c'est les secrets de famille. Des secrets obscurs. Oriana est une jeune femme active. Elle est aussi une grande fan des États-Unis. Elle dirige une revue de mode à Panama City et dès qu'elle en a eu la possibilité, elle a accompli son rêve, acheter au gouvernement la maison d'un zonien et s'y installer avec son mari dans la zone du canal. Tous les meubles de ma maison sont de style rustique. Parce que ces maisons qui datent de l'époque du canal vont bien avec ce style ancien. C'est le style mexicain, néocolonial. Voilà les photos de ma famille, de mon mari, de moi quand j'étais bébé et de moi quand j'étais mince. C'est très important. Presque toutes ces photos, c'est mon mari qui les a prises, car il adore faire des photos. C'est là que je travaille la plupart du temps. Mon ordinateur, c'est comme mon foie, il est toujours attaché à mon corps. Je suis accro au travail. Je suis toujours en train de travailler. Et là, tu vois, c'est bien d'avoir quelque chose pour se distraire la vue quand on travaille. Et mon endroit préféré, le salon. Je suis une gringuera. J'adore les États-Unis. Je les vois comme un grand frère. Ils sont un exemple à suivre sur certains points.
Ce que je fais dans ma revue est basé sur des revues américaines, comme Epoch, Air, People. Les chaînes du câble que je regarde sont américaines, Sony, Warner, HBO. Je ne regarde presque jamais la télé nationale. J'étais le jour de la cérémonie de la rétrocession. C'était très émouvant. J'ai jamais cru beaucoup en la patrie souveraine. Je ne pensais pas que j'allais être émue, mais j'ai pleuré et tout. C'était très émouvant, très spécial. Mais les gens continuent à avoir en tête leurs complexes. Surtout au début. Les gens n'étaient jamais rentrés dans les bases. Les gens s'arrêtaient d'eux-mêmes devant les guérites vides. On voit le changement ici. Pas tellement parce que ça a été rendu au Panama, mais avant c'était plus propre. L'herbe était coupée, des avions passaient avec des insecticides. Maintenant c'est moins souvent. Ce qui reste des gringos à Panama, le dollar. Merci à Dieu. Non, en fait, c'est une façon de parler. Ici, presque tout le monde parle le spanglish. On dit « Yes, thank you, God, sir ». Quand ma sœur est venue me voir au Panama, on roulait en voiture, on a vu un Kentucky Fried Chicken, un McDo, un Burger King, et elle a dit « Mon Dieu, j'ai l'impression d'être encore aux États-Unis ». Mais quand on va dans un magasin, quand on a affaire à l'administration, c'est tellement frustrant d'essayer d'obtenir une réponse à une question, d'avoir quelqu'un qui puisse s'occuper de vous. Et là, vous vous dites, oh mon Dieu, ça y est, je suis dans le tiers-monde. Les Nord-Américains ont un système qui fonctionne. C'est pas pour rien qu'ils sont les plus puissants du monde. Et où qu'il aille, leur système fonctionne. Très souvent, nous, les Latinos, on a du ressentiment et on veut faire les choses différemment. Parce que nous ne voulons pas être comme eux. Mais putain, ce qui fonctionne, fonctionne partout dans le monde. Tu vas faire mal les choses juste pour contredire quelqu'un? C'est comme un enfant, sans beaucoup de connaissances. Il y a beaucoup de domaines où l'Amérique latine, les Panaméens sont très irresponsables. Le complexe d'infériorité d'Oriana envers les Américains n'est pas étonnant. Les peuples colonisés ont toujours ressenti cette infériorité, entretenue par le rapport de force instauré par les colonisateurs. Aujourd'hui, dans un Panama nouvellement indépendant, ce sentiment d'infériorité culturelle et économique s'est déplacé à l'intérieur du peuple panaméen. Il s'est creusé un fossé encore plus infranchissable que les barrières de la zone entre les riches et les pauvres, entre ceux qui travaillent pour le canal et l'international et les autres. À Panama, il y a d'un côté Miami, de l'autre Haïti. Deux pays différents qui, d'une certaine manière, continuent à coexister sur le même territoire. Le premier, un pays très moderne, développé, très ouvert, qui suit le marché international, rend service au commerce et au transport océanique. C'est le pays des banques et du centre portuaire. Et à côté de lui, un autre pays, pauvre, voire misérable, avec des populations en général rurales, mais qui, poussées par la précarité, viennent aussi en ville. Deux pays, deux sociétés qui cohabitent et placent le Panama au 4e rang mondial des inégalités sociales. Dieu nous a donné un vrai paradis, des terres fertiles, les plages, des montagnes, une faune incroyable. On plante un bout de bois et on se retrouve avec un arbre fruitier. Les gens sont beaux à en pleurer, et nous, on fait quoi? On triche, on conspire, on ment, on dissimule, on vole.
On s'affame les uns les autres, comme si on avait peur de manquer. Mathias descend des premiers habitants du pays, les Indiens. Les Indiens qui représentent encore aujourd'hui 10% de la population panaméenne. Pour lui et les siens, la rétrocession du canal n'a rien changé. Fuyant la misère de la campagne, Mathias est venu dans la capitale pour travailler. Là, il a trouvé un emploi dans un sex shop qui lui permet de subsister. Les parents de Mathias vivent à 4 heures de route et de piste de la capitale. C'est là, à Coclecito, qu'il retrouve ses racines et son premier métier de paysan de la jungle. Il faut encore 1 heure de marche pour atteindre les champs du père de Mathias, situés en pleine forêt tropicale. Tous les jours, quand on était à l'école, après être sorti, il fallait qu'on vienne ici à la ferme aider mon papa. Et c'est très difficile pour moi quand il faut que je retourne à la ville pour travailler. Mais ici, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de travail et il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'endroit où en gagner. Il n'y a pas de travail salarié. Il faut vivre de l'agriculture tout le temps et on n'y arrive pas pour acheter ce dont on a besoin. On n'a pas de titre de propriété. C'est comme si c'était à l'État et n'importe qui se l'approprie. C'est pour ça que je suis toujours par ici, à voir mes terres et à en prendre soin. Ça, c'est du café. Et ça, on en a pas mal. Cette année, on l'a vendu à un prix très bas. Ça ne valait pas plus de 2,50 $ le sac. Et ça, c'est très peu. On n'y arrive pas. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient. Ça vient de l'extérieur. Oui, je suis panaméen. Bien sûr, plus panaméen que ceux de là-bas. Ce qui était à la campagne est supérieur à la ville. Parce que de la campagne sort tout ce que nous mangeons à la ville. C'est ça qui est le plus important. Le paysan travaille pour maintenir le capitalisme. Et on en est fier.
Pro mundi beneficio, pour le plus grand bien du monde, c'est la devise du Panama. Le bien du monde, mais pas forcément celui de son peuple. Quand Christophe Colomb est arrivé à Panama, imaginait-il le futur de ce petit bout de terre? Terre de passage pour l'or des conquistadors espagnols et plus tard pour l'or californien. Une fièvre de l'or qui a causé le génocide de 200 à 500 000 Indiens. Le Panama a grandi et bâti une part de son identité en regardant passer les richesses du monde entier. Son histoire s'est construite sur cette quête éternelle de l'Eldorado. Or, au XXe siècle, l'Eldorado panaméen, la prospérité convoitée par tous, se trouvait dans le canal et sa zone, et les Panaméens en étaient exclus. Mais aujourd'hui, malgré le départ des Américains, malgré la rétrocession, le canal et la zone ne sont pas vraiment réunis au Panama. Aujourd'hui, habiter dans la zone, c'est encore un privilège, c'est encore un symbole d'exclusion. La situation a changé en ce qui concerne la colonisation du pays par les Américains. Mais pourtant, les gens qui habitent ici pensent toujours pareil. C'est comme un pays à part. Quand on leur parle de la réalité, que pour les gens c'est difficile, ils font « Ouh !» et ils font une tête effrayée. Ils disent que tout va bien. Non, 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 tout va bien. C'est que de ce côté du pays, tout va bien. Oui, j'ai acheté en 99. Ah oui, juste après la rétrocession. Dès qu'ils ont dit « vous pouvez acheter », je suis venue avec mon fils et j'ai acheté. Vous avez déjà envie de venir ici? Je suis venue et j'ai adoré l'idée. J'ai une mère de 94 ans et je me suis dit pourquoi pas venir ici. Oui, un endroit tranquille. Vous êtes retraité de la zone? Non. Non, je suis militaire. Ah, militaire. Alors, il était militaire à Panama et maintenant il vit là-haut. Couchez, couchez. Quel joli chien. Oui, il est à moitié loup et à moitié chien stupide. Merci de ne pas klaxonner. Ça y est, on a fini. J'ai rien de spécial à vous dire. Allez, viens. Ça me choquerait de vivre ici, dans un endroit qui représente toute la souffrance de la nation. La vie d'ici est tellement éloignée de celle des quartiers populaires. Nous sont venus ceux qui ont donné leur sang pour que tout ça, aujourd'hui, ça fasse partie du Panama. Et maintenant, j'ai l'impression que cet endroit est encore occupé. On continue à voir les mêmes panneaux qui maintenant disent en espagnol ce que les Anglais disaient, « No trespassing ». On a l'impression que l'effort a été vain. On est passé d'un quartier militaire à un quartier petit bourgeois. J'imagine que quand ce sera terminé, ça ressemblera à un quartier riche de Panama City. Il y aura des rues privées avec une guérite à l'entrée et on te demandera à quelle maison tu vas, qu'est-ce que tu vas faire, et on retombe bien sur le même problème. Celui qui vit ici, le soir, il sort de son bureau, il traverse toute la ville, et quand il rentre dans la zone, je pense qu'il rentre dans un autre monde. Une fois dans sa maison, il est dans un autre lieu, un autre pays, une autre réalité. Moi, j'aimerais pas vivre ici, parce que ça n'a rien à voir avec la réalité qu'on vit dans ce pays. En dehors de la zone et loin des gratte-ciels opulents de Panama City, c'est plus de 40% des Panaméens qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Ici, dans ces quartiers populaires, s'est concentrée la majorité de la population du pays, une population très jeune.
c'est là que Raphaël a choisi de travailler. Ah, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Les policiers m'ont demandé que je sorte et je suis sorti. Non, ça n'a pas commencé comme ça. Eux, ils disent que tu étais dans un groupe. Quand ils sont approchés, tu t'es sauvé. Vous avez commencé à courir de façon suspecte, jusqu'au premier étage de l'immeuble. Quand ils t'ont attrapé, ça sentait la marijuana. Et tu as reconnu que tu consommais de la marijuana. Mais la première chose que vous avez dite n'est pas vraie. Quoi? Que j'étais dans le groupe. Ah, et t'étais où? J'étais chez moi. T'étais en train de fumer? Oui. Quand on termine ses études d'avocat, si on ne veut pas faire une thèse, on peut servir pendant 4 mois dans une administration. Parce que dans cette institution, 80-90% des gens sont d'un milieu humble. Ils viennent ici chercher la justice et la solution à leurs conflits. Ici, c'est là où il y a le plus de gens représentatifs de notre pays. C'est un quartier où l'on peut vraiment voir et sentir ce que c'est que d'être panaméen. Les origines des Panaméens sont multiples, mais ces origines sont parfois oubliées ou dissimulées avec pudeur. C'est le cas par exemple chez ceux qu'on appelle les peuples autochtones, c'est-à-dire les Indiens. No sé, eso sí no conozco de dónde salir. Porque cuando yo me acuerdo, yo viví en Coclecito ya. Je ne sais pas d'où je peux venir. Du plus loin que je me souvienne, j'ai vécu à Coclecito et depuis, je ne sais pas. D'où est venue ma famille Non, je ne sais pas d'où ils viennent. J'ai jamais su. J'ai demandé parce que ça m'intéressait de savoir d'où je venais. Mais mon père m'a dit qu'il ne savait pas. Ou alors peut-être qu'il ne veut pas me le dire. Oui, par ici, il y a des Noirs qui ne nous aiment pas, nous les Cholos. Et des Blancs aussi, qui sont racistes. Mais dans notre famille, non. À moi, ils me disent que j'ai l'air indien, que je suis Cholo. Mais moi, je m'en fiche. Les Blancs nous traitent d'Indiens, les Noirs nous traitent d'Indiens, mais nous on ne fait pas attention parce qu'on sait qu'ils n'ont pas à nous le dire, on sait qu'on est comme ça. Ma couleur, c'est celle d'un mulâtre, et je ne sais pas si c'est blanc. Si je ne prends pas le soleil, je deviens plus blanc, mais avec le soleil, je deviens bien plus foncé. Mais je préfère le blanc au noir. Ma peau me plaît. On est vraiment d'ici, de Panama. C'est ça qui me rend fier. Et j'aime la couleur de ma peau. Je l'adore. Le Panama est pourtant devenu un lieu de mélange de populations, une véritable société multiculturelle et multiraciale. Grâce à sa longue tradition de commerce et de passage, le Panama est un pays naturellement ouvert à l'étranger. Il dépend des échanges avec l'étranger et s'enrichit au passage des hommes et des marchandises. Cet esprit d'ouverture est devenu la seconde nature des Panaméens.
En fait, au Panama, nul besoin de sortir du pays pour rencontrer l'étranger. L'étranger est là, il passe constamment par Panama et parfois, il s'y est installé. Alors, United Colors of Panama? Bien sûr que non. En fait, le Panama est un laboratoire social, un pays où la circulation des gens et des biens s'effectue depuis longtemps, bien avant l'invention des mots mondialisation et libre-échange. Précédant les autres pays, le Panama a incarné cette mondialisation. Paradis fiscal, deuxième zone franche au monde, plein de complaisance envers les investisseurs de tous bords, le Panama est le lieu ultime de l'utopie libérale. Et dans cette société libérale, ouverte mais où les préjugés sur la couleur de peau sont tenaces, c'est avec beaucoup de difficultés que les Panaméens doivent aujourd'hui tenter de définir leur propre identité. Mais non, t'es blanche. Je te jure que moi, à l'école, on me disait que j'avais la peau couleur cannelle. Ah bon, on disait que t'avais la peau cannelle? Pardonne-moi. La différence entre un noir et un chombo est grande. Le chombo sera chombo jusqu'à sa mort. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Ouais, pour moi, un chombo, c'est quelqu'un qui a un nom anglais, qui vient de la Jamaïque. Ouais, c'est ça. Ou qui vient de la Barbade aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est celui qui a cet accent. Ah, moi, on me dit négro par tendresse, pas parce qu'on m'identifie en tant que tel. Ouais, mais c'est une insulte. Ah, parfois, ça dépend comment la personne l'utilise. Ouais, c'est comme zonien pour moi, c'est une insulte et j'aime pas ce mot. Moi, de toute façon, je sais pas pourquoi on dit gringo. C'est pas bon non plus. Et toi, que crois-tu que nous soyons, nous, Panaméens? Le mélange d'un million de choses. Oui, mais c'est parce qu'on est comme ça. Mais on est une chose. On sera encore plus riche, encore plus de mélange. La mondialisation est une bonne chose. Non, elle a beaucoup de vices. Tu sais que la mondialisation, c'est pour remettre les gens à leur place et rendre les riches encore plus riches. Ça, ils deviennent les maîtres du monde. J'aime le rock. J'aime les vêtements de marque. Je suis capitaliste à 100%. J'aime le fric. Et remettez-moi du fric encore et encore. Dans chaque battement de mes cils, il y a $1. Celui qui est bon partout. La mondialisation te donne l'opportunité de montrer que tu es bon. Parce que la personne qui ne joue pas le jeu devient médiocre. C'est ce qui s'est passé dans tous les pays d'Amérique latine. Nous sommes vraiment des médiocres. Ça parce qu'on ne nous a pas laissé grandir. Tu manges les fraises? Oui, parfois. Je suis accro aux fraises au chocolat. Les fraises de Cerro Punta sont grandes comme ça. Les fraises que je mange sont grandes comme ça. Parce qu'elles viennent de Californie. C'est la différence. Si ici on cultivait des fraises aussi grandes... Le système capitaliste fonctionne sur le descendant que je m'y mette. Aucun système de bien-être mondial ne peut se baser sur le descendant que je m'y mette, parce que celui que j'aurais poussé, il sera en bas. Et si là où je vais, ils sont moins bons que moi, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute s'ils ne sont pas meilleurs. La mondialisation existe pour que tous se dépassent, et pas pour que les médiocres restent sans rien faire. Mais le capitalisme asphyxie l'humanité. Même le concept d'État est en train de disparaître. Je suis pas d'accord, pour moi le monde est comme un seul pays. Alors qui sont ces Panaméens? Qu'ils le veuillent ou non, leur identité est liée au canal. Il a créé les migrations qui ont formé le peuple panaméen, et pendant 100 ans, l'occupation a imprimé le pays d'une indélébile culture américaine. Ici, à Panama, il y a une discussion souterraine entre ceux qui veulent avoir un canal au service du pays
et les autres qui, au contraire, veulent avoir un pays au service du canal. C'est-à-dire, d'un côté, ceux qui cherchent leur identité panaméenne, une identité inachevée et en mouvement, et de l'autre côté, ceux qui voudraient voir le Panama devenir un vaste emporium mondial, véritable supermarché des biens et des services. Si la seconde hypothèse s'impose, il sera difficile pour le Panama de devenir un jour une société ou une nation à part entière. Panama restera peut-être tout simplement ce lieu géographique où passent les gens. Et quand on ouvrira le dictionnaire et que l'on cherchera Panama, on pourra lire « Panama, autour d'un canal, c'est juste un endroit où habitent des gens ». Ser latino en los años 90 es el orgullo de mi generación. El mestizo resumen de mis coplas viene de muchas lenguas que habla la humanidad. El mestizo resumen de mis notas lo encuentro en las canciones que canta la humanidad.